The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Donald Trump, who ran on a very anti-establishment platform, Breitbart News. People of the world, thank you. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Ceux qui prétendent défendre aujourd'hui la culture française en la rétrécissant à une culture, moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Notre invité du jour est économiste. Il publie cet ouvrage « L'euro contre la France, l'euro contre l'Europe » aux éditions du CERF. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Première question Jacques Sapir, pourquoi l'euro a-t-il été mis en place ? L'euro a été mis en place pour des raisons parfois bonnes, parfois mauvaises et surtout qui très souvent n'ont pas été dites. Alors, les raisons que l'on peut considérer comme bonnes, c'était pour éviter une spéculation entre les différentes monnaies des différents pays européens. Et c'est un petit peu ce problème qui s'est posé à la fin des années du système monétaire européen. Après, il y avait des raisons qui étaient nettement moins avouables. Il y avait d'abord une mauvaise raison qui consistait à dire « Ah oui, mais si on fait l'euro, immédiatement, instantanément, il y aura un grand marché qui va se constituer et ce grand marché va contribuer très fortement à la croissance des pays qui le composent. » Ça, c'était un argument, je dirais, de pure idéologie. Et on a très bien vu qu'au contraire, l'euro a freiné la croissance. Et puis, il y a le véritable argument, mais qui n'a jamais été dit, c'est que pour de très nombreux dirigeants politiques, faire la monnaie unique, c'était un moyen d'avancer sans le dire, parce qu'ils savaient très bien que s'ils l'avaient dit, il y aurait eu un rejet des différents peuples, c'était s'avancer sans le dire vers l'Europe fédérale. Alors, les économistes en faveur de l'euro déclaraient se fonder sur une base scientifique. Ce discours était, selon vous, une imposture. En quoi les travaux de ces économistes étaient faux ? Alors, ce n'est pas que les travaux étaient faux, mais c'est que les données qu'ils utilisaient n'étaient pas fiables. Bien sûr, on peut penser qu'un scientifique qui utilise des données dont il sait pertinemment qu'elles ne sont pas fiables devrait, si ce n'est s'arrêter de travailler, en tous les cas, mettre d'énormes précautions par rapport à ces résultats. C'est peut-être là où un certain nombre d'économistes, je pense par exemple à un collègue comme Andrew Rose qui avait beaucoup publié, c'était lui justement qui avait fourni la base de ses travaux qui expliquait ou qui était censé expliquer que l'euro allait engendrer une croissance extrêmement forte dans la zone euro. Bon, là je pense qu'il a dit ce que, il voulait dire pour des raisons idéologiques et politiques, et deuxièmement, ce que les dirigeants européens, en particulier M. Romano Prodi ou M. Jacques Delors, avaient tellement envie qu'on leur dise. Ce qui est intéressant, c'est que ces économistes ont progressivement amélioré leur base de données. Alors on peut demander pourquoi ils ne l'avaient pas fait au départ, mais bon, c'est une autre chose. Et les effets positifs de l'euro ont fondu comme neige au soleil. Au départ, ils expliquaient que l'euro allait augmenter le commerce à l'intérieur de la zone euro de 30 à 40%, puis c'est tombé à 4-5%. Et une dernière étude qui a été réalisée dans les années 2010-2012, elle montre qu'il n'y avait aucune amélioration, qu'il n'y avait aucun accroissement du commerce à l'intérieur de l'euro. Mais l'important, je dirais politiquement, l'important c'est que des hommes politiques comme, là encore, Romano Prodi, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Delors ont pu dire dans la presse « Ah, mais l'euro va nous apporter un surcroît de croissance extrêmement important », alors que c'était absolument faux. C'était un mensonge alors. Oui, c'était... Alors, je dirais que c'était au minimum un mensonge par omission. Au minimum parce que n'importe quel économiste pouvait se rendre compte que la base de données n'était pas fiable.
Alors vous affirmez que l'euro a été mis en place tout en sachant que le budget dédié à son fonctionnement était insuffisant et qu'il provoquerait des crises graves. Y avait-il un but précis derrière l'établissement de ce projet? Ah oui, tout à fait. D'abord, il faut dire que les conditions matérielles permettant à l'euro de fonctionner ont été définies en 1977. C'est-à-dire il y a très longtemps. Il y a maintenant 40 ans. Bon. C'est Roy Jenkins qui avait expliqué que pour que l'euro fonctionne, il fallait doter le budget, ce qui ne s'appelait pas encore la zone euro, puisqu'on voulait faire à ce moment-là la monnaie unique au niveau de la communauté économique européenne de l'époque. Bon, mais il disait, il va falloir qu'on ait un budget commun d'environ 10 points du PIB. Vous savez qu'aujourd'hui, le budget de l'Union européenne, même pas de la zone euro, le budget de l'Union européenne, c'est 1,29% du PIB. On est donc très 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 loin des niveaux qui étaient estimés nécessaires par Roy Jenkins. Alors après, il est très clair qu'on a continué à avancer. Pourquoi? Eh bien parce que ces hommes politiques, ou ces femmes politiques d'ailleurs, considéraient que les crises qui allaient nécessairement survenir seraient un argument pour avancer dans la voie du fédéralisme. En fait, si vous voulez... Les Européens n'auraient plus le choix. Voilà. Et si vous voulez, c'est la métaphore de l'homme sur la bicyclette. Voilà. S'il s'arrête de pédaler, il tombe. Donc, il faut qu'il continue à pédaler. Alors, la croissance française était encore de 2,5% à la fin des années 90. Elle est pour 2016 à 1,1%. Celle de l'Allemagne, par contre, pour 2016 est proche de 2. Comment expliquez-vous ce décalage ? Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord, évidemment, la sous-évaluation de la monnaie allemande qui est due à l'euro. Et là, si vous voulez, il y a un calcul qui a été publié par le Fonds monétaire international, qui a été publié l'été dernier, et qui montre que si l'Allemagne avait conservé le Deutschmark, eh bien, elle aurait un Deutschmark qui serait coté à 1,30, 1,35 $. Actuellement, l'euro est à 1,06, 1,08 $. Donc, il y a une sous-estimation du Deutschmark. Et par ailleurs, non seulement le Deutschmark est sous-estimé par rapport au dollar, mais le fait que les monnaies des autres pays de la zone euro, et qui sont des clients importants pour l'Allemagne, comme la France, l'Italie, l'Espagne, ne puissent pas d'évaluer ou ne puissent pas, je dirais, se déprécier par rapport au Deutschmark, ça joue aussi de manière extrêmement importante. Donc, il y a très clairement un avantage important pour le commerce allemand et donc pour l'économie allemande de l'euro. Alors, pour vous, l'euro favorise la montée des pouvoirs tyranniques. Alors, à quel pouvoir tyrannique faites-vous allusion et quelles sont les conséquences de leur emprise? D'abord, je voudrais dire que quand je parle de tyrannie, quand on parle en règle générale de tyrannie, on ne pense pas nécessairement à un pouvoir. Alors bien sûr, on peut dire que la Commission européenne, encore plus l'Eurogroupe, qui d'ailleurs n'a pas d'existence légale dans les institutions européennes, c'est une organisation de fait, ce n'est pas une organisation de droit, parce que ces organisations sont en train de s'attribuer des pouvoirs qui devraient normalement être des pouvoirs démocratiques exercés dans le cadre des États membres et donc sous le contrôle des parlements de ces États membres, sont d'ores et déjà se sont constitués en pouvoir tyrannique. Mais dans mon esprit, la notion de tyrannie s'applique beaucoup plus au pouvoir des normes et des normes qui peuvent être établies, alors qui bien sûr à un moment donné sont mises en place par la Commission, mais qui sont décidées dans les bureaux en général de Bruxelles, ce pouvoir des normes qui tend à se substituer au pouvoir des lois. Et ça, c'est une tendance qui est maintenant manifeste depuis une quinzaine d'années et qui est une tendance extrêmement importante et qui définit d'une certaine manière la tyrannie moderne. La tyrannie moderne, ce n'est pas un ou un groupe de personnes qui s'attribuent le pouvoir et qui disent, voilà, nous avons le pouvoir, nous décidons, vous obéissez. C'est grosso modo, je dirais, l'image classique de la tyrannie. Non, c'est autre chose. C'est la tyrannie de normes
sur l'exercice des lois. Et ça me semble beaucoup plus pervers parce qu'il est beaucoup plus difficile de dénoncer des normes que de dénoncer, par exemple, M. Jean-Claude Juncker ou M. Dijsselbloem. Alors l'euro est censé protéger ces pays membres. Est-ce que ces pays membres de la zone euro ont été mieux protégés que les pays hors zone euro? Non. Et c'est ça aussi qui est extrêmement important à dire. On voit très bien, par exemple, lors de la crise de 2008-2009, ce qu'on appelle la crise de Lehman Brothers ou la crise dite des subprimes. Bon. Les pays de la zone euro ont subi le choc avec la même violence, voire une violence encore plus forte que les pays de l'Union européenne qui ne faisaient pas partie de la zone euro. Et de ce point de vue-là, quand on regarde la rapidité de la récupération après cette crise, on voit que les pays qui n'étaient pas dans la zone euro... Quel pays, par exemple? Par exemple, la Grande-Bretagne, par exemple, la Suède. Bon. Alors après, il y a un pays qui est un pays européen, mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne, où c'est aussi extrêmement clair, c'est la Suisse. Alors bien sûr, on va dire la Suisse est un petit pays. Donc c'est pour ça qu'il n'en parle pas trop, parce que je vois tout de suite les objections que l'on peut me faire. D'ailleurs, est-ce que ça n'aurait pas été plus dur pour un petit pays, justement? Oui, normalement, oui. Normalement, c'est ce qu'on aurait dû avoir. On voit que ça n'a pas été le cas, mais on peut aussi dire que la Suisse a pu s'appuyer sur les pays de la zone euro. Donc, ne parlons pas de la Suisse, prenons le cas de la Suède, prenons le cas de la Grande-Bretagne. Alors, ces pays ont subi le choc. Pour la Grande-Bretagne, d'ailleurs, elle a subi un choc extrêmement fort avec la crise des subprimes. Pour la Suède, nettement moins. Mais même dans le cas de la Grande-Bretagne, la récupération de la Grande-Bretagne a été très rapide à partir de 2010-2011. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la Grande-Bretagne a déprécié sa monnaie, non seulement par rapport au dollar, mais elle a aussi déprécié sa monnaie par rapport à l'euro d'environ 30%. Alors, c'est la question à 1 million d'euros ou de francs, vous allez me dire. Une sortie de la France de l'euro entraînerait-elle une catastrophe? Certains brandissent la menace d'une explosion de la dette française de 30%. Alors, d'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas de catastrophe possible. Après, sur la question de la dette, prenons le cas de la dette publique. Tous les gens qui annoncent une très forte augmentation de la dette publique ne savent pas lire. Il y a un règlement européen qui date de 1997. Ce règlement a été rédigé d'ailleurs pour donner le cadre juridique dans lequel allait se faire le passage à l'euro. Il fait donc jurisprudence, il établit un précédent par rapport à cette question-là. Et ce règlement parle explicitement, dans son point numéro 8, de l'existence de ce qu'on appelle la loi monétaire, ou lex monetae. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que toute dette qui est émise dans le droit d'un pays obéit aux décisions politiques de ce pays. Autrement dit, si vous avez la dette française, les OAT, les anciens bons du Trésor, qui sont émis en droit français, ce qui est le cas pour 97% des montants de la dette en France. Comme ils sont émis en droit français, ça veut dire qu'ils sont remboursables dans la monnaie ayant cours légal en France. Aujourd'hui, cette monnaie s'appelle l'euro. Demain, si on décide de sortir de l'euro, elle s'appellera à nouveau le franc. Eh bien, ces montants seront redénominés à la valeur faciale, non pas la valeur réelle, mais la valeur faciale à laquelle ils sont en euros, en francs. C'est aussi simple que cela. Et ça, si vous voulez, c'est la règle de droit international qui non seulement est reconnue par tous, est connue par tous, ou devrait être connue par tous, mais qui est explicitement mentionnée dans un règlement européen. Donc ça veut dire que sur la dette publique, il n'y aura pas de catastrophe. Nous avons grosso modo 2150 milliards de dettes publiques en France. Sur ces 2150 milliards, il y a environ 1680 milliards de dettes négociables, et c'est de celles-là dont en réalité il s'agit. Eh bien, ces 1680 milliards d'euros de dettes se transformeront en 1680 milliards de francs. D'ailleurs, donc il n'y aura pas de dévaluation. Il n'y aura pas de
je dirais, il n'y aura pas de changement de valeur lié à la dénomination. C'est un point important. Après, le franc se dévaluera probablement par rapport au Deutschmark. Il va, par ailleurs, s'apprécier très probablement par rapport à la lire ou à la pesetas. C'est un autre problème. Mais, ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on a mis en place l'euro, donc on avait une dette qui était libellée en francs. On a expliqué aux détenteurs de cette dette, et y compris aux détenteurs étrangers, donc aux fonds de pension américains, eh bien cette dette, elle va être redénominée en euros. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 4 premières années de l'existence de l'euro? L'euro, dont le taux de change avait été fixé au départ à 1,12 $, est tombé à peu près 0,9 $. Autrement dit, l'euro s'est très fortement déprécié pendant ces 4 premières années. A-t-on entendu la moindre protestation de la part de ces détenteurs étrangers ou non résidents, plus précisément, de la dette? Absolument pas. Donc, si vous voulez, tous les gens qui... Il n'y a pas eu de changement pour le pouvoir d'achat des Français, en tout cas, à cette époque-là. Autre problème, c'est la question du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat des Français, vous aviez un salaire en francs. Votre salaire est en euros. Vous aviez un salaire en euros, votre salaire est en francs. Bon, on voit très bien comment ça se passe. Mais en même temps, les prix qui étaient en francs sont passés en euros et repasseront en francs. Même chose pour les loyers, même chose pour les dettes. Bon. Donc tout, d'une certaine manière, est redénominé. Sur quel point pourrait-il y avoir en réalité une baisse de pouvoir d'achat? Eh bien, c'est si la dépréciation du franc, qui suivra très certainement la sortie de la France de la zone euro, encore une dépréciation, il faut préciser, la dépréciation sera forte par rapport à l'Allemagne, elle sera beaucoup plus faible par rapport au dollar. On peut penser que le franc ne baisserait par rapport au dollar que de 5 à 10%, donc ça veut dire qu'il resterait supérieur au niveau de l'euro que l'on avait en 2001-2002, mais ça c'est un autre problème, et que le franc s'apprécierait par ailleurs par rapport à la monnaie italienne et à la monnaie espagnole. Bien. La perte de pouvoir d'achat ne peut venir que d'une inflation qui serait engendrée par ce mécanisme. Donc l'inflation, c'est la hausse des prix, notamment. C'est la hausse des prix. Alors, on a fait les calculs en tenant compte de la part de nos importations qui venaient d'Allemagne, de la part de nos importations qui venaient d'Espagne, d'Italie, des États-Unis, de la zone dollar, de manière générale. Et on a abouti avec des collègues à la démonstration que cette hausse des prix supplémentaire serait compris entre 3 et 5%. Donc les produits importés ne seraient pas touchés outre mesure. Certains seraient touchés. Par exemple, vous voulez acheter une Audi. Bon. Votre Audi, elle vaudra probablement 20 à 25% plus cher. Mais si vous achetez une Fiat produite en Italie, elle vaudra moins cher. Si vous achetez maintenant une voiture américaine, elle verra son prix augmenter de 5 ou 6%, pas plus. Par ailleurs, il faut rappeler, et ça c'est un point extrêmement important, que une grosse part de nos dépenses, si vous voulez, vous avez, comme moi, comme tout un chacun, vous touchez un salaire. Vous dépensez votre salaire dans le mois. Mais vous le dépensez à quoi? Vous le dépensez d'abord à des choses qui ne sont pas du tout des importations. Le loyer, ou vous remboursez un emprunt parce que vous avez acheté votre appartement, vos transports, et une partie de vos transports sont dans les transports publics, l'électricité, l'eau, etc. Tout cela, ça ne bougera pas, en réalité. Donc, il faut cesser d'avoir peur de cette idée que l'euro ferait baisser fortement le pouvoir d'achat. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est tout ce que la sortie de l'euro nous apportera, et je pense que ça peut nous apporter énormément de choses. On reviendra aux avantages plus tard. Est-ce qu'on va revenir à la dette, notamment celle des ménages et des entreprises, notamment les entreprises financières et non financières? Est-ce que vous pouvez revenir sur la dette des ménages? Est-ce que la dette des ménages français va exploser? Non, parce que la dette des ménages, elle a été faite en droit français, à
98%. Oui, il y a 2% des ménages, à peu près, même un peu moins, c'est 1,7, 1,8%, qui ont souscrit des emprunts en droit étranger. C'est essentiellement des frontaliers avec la Suisse qui ont emprunté dans des banques suisses et des frontaliers qui ont emprunté dans des banques allemandes. Bon. Oui, pour ce 1,6, 1,7%, il pourrait y avoir des problèmes et il faudra donc, d'une certaine manière, aider ces gens. Mais, d'une certaine manière, c'est un problème qui peut être, à un moment donné, pour une personne important, mais ce n'est pas un problème macroéconomique, ça ne concerne pas l'immense majorité de la population. Après, le problème des entreprises. Alors, il faut d'abord savoir que les PME, elles empruntent en droit français. Les PME empruntent auprès de banques françaises ou auprès de banques étrangères opérant en France. Donc ça veut dire que les contrats de dette sont en droit français. Là où il y aura un problème, c'est pour les entreprises multinationales. Et pour les banques qui empruntent, que ce soit à Londres, que ce soit à Francfort, que ce soit à New York, que ce soit à Shanghai ou à Tokyo. Mais là, il faut étudier le bilan. Et ça, j'ai deux collègues, un ancien thésard à moi, Cédric Durand, et un autre jeune économiste, Sébastien Villemot, qui ont fait une étude. Cette étude est aujourd'hui installée sur le site de l'OFCE. Tout le monde peut aller la regarder. Et cette étude montre qu'en réalité, les grandes entreprises et les banques françaises pourraient faire un profit avec une sortie de l'euro. C'est-à-dire que l'ampleur de leur chiffre d'affaires qu'elles réalisent à l'étranger est supérieure à la part de leurs emprunts qu'elles ont souscrits en droit étranger. Et donc, ça veut dire, par exemple, qu'une entreprise comme L'Oréal, qui fait une grosse partie de son chiffre d'affaires aux États-Unis, eh bien, elle verrait, si on recalcule maintenant le chiffre d'affaires en francs, elle verrait cette partie américaine de son chiffre d'affaires monter. Et donc, c'est pour cela, à travers une étude très précise des bilans de ces entreprises et de ces banques, que mes deux collègues montrent qu'au contraire, c'est une situation qui serait favorable aux entreprises et aux banques. Alors, quels seraient maintenant, il y en a forcément, enfin, je pense, les inconvénients pour la France d'une sortie de l'euro? Quels sont-ils? Si vous voulez, ces inconvénients, je n'en vois pas beaucoup. Je dois même vous dire, je n'en vois pas du tout. Alors, oui, bien sûr, il y a un risque d'incertitude. Ce risque d'incertitude, il est avant tout psychologique. Je comprends parfaitement que des personnes, en particulier des personnes qui vont prendre leur retraite ou qui ont déjà pris leur retraite, se disent « mais qu'est-ce qui va se passer avec mon épargne? Qu'est-ce qui va se passer avec ma pension de retraite ?» Mais là encore, compte tenu, si vous voulez, du fait que les dépenses des gens se font essentiellement en France, il n'y a pas de changement. Alors, bien sûr, il y a là encore une petite partie de la population qui a décidé de s'expatrier par rapport à sa retraite. Pour ces gens-là, il pourrait y avoir des problèmes. Mais je dis bien il pourrait. Pourquoi? Parce que il faut être réaliste. Si le franc décroche par rapport au Deutsche Mark, et même par rapport un petit peu au dollar, bien, quelles seront les conséquences sur le rapport entre le franc et le dirham marocain, entre le franc et la monnaie algérienne, entre le franc et la monnaie tunisienne? En réalité, ces trois pays, Maroc, Algérie, Tunisie, ont des liens économiques et historiques importants avec la France. Et donc je pense que leur monnaie suivrait le franc. Le cours. Okay. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, prenons le cas d'un retraité français qui a décidé de s'acheter une maison au Maroc et de passer 6 mois de l'année au Maroc, ce que font visiblement 200 000 à 300 000 retraités français actuellement. Je ne pense pas qu'ils auront la moindre conséquence avec la sortie de l'euro. Même chose, par exemple, pour les Français qui ont décidé d'aller prendre leur retraite au Portugal. Je suis persuadé que la monnaie portugaise suivrait la monnaie espagnole et en fait se déprécierait plus que le franc.
Alors maintenant, les avantages, si la France sortait de l'Union européenne. Alors les avantages, c'est essentiellement des avantages de compétitivité, à la fois sur les marchés extérieurs et sur le marché intérieur. Alors sur les marchés extérieurs, c'est tout à fait évident. Si vous voulez, admettons que le franc se déprécie de 10% par rapport au dollar. Airbus. Vous savez que Airbus représente une part non négligeable de nos exportations. Dans Airbus, il y a 45% de la valeur de Airbus qui est faite en France. Eh bien, ça voudrait dire que cette valeur faite en France serait dépréciée par rapport au dollar. Ce qui voudrait donc dire que le prix d'un Airbus vendu aux États-Unis ou vendu dans la zone dollar, il peut être vendu à la Chine, il peut être vendu en Corée, il peut être vendu aux Philippines, tous les pays qui sont liés au dollar, baisserait. Donc ça donnerait un avantage compétitif à l'industrie française et grosso modo à l'industrie européenne, puisque d'une certaine manière, les Allemands verraient leur avantage à redélocaliser vers la France toute une série de productions. Même chose donc par rapport à l'Allemagne. Par rapport à l'Allemagne, qui est, il faut le rappeler, notre premier partenaire commercial, eh bien, par rapport à l'Allemagne, bien sûr, les produits allemands seraient plus chers, mais les produits français seraient considérablement moins chers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France, d'abord, va exporter plus alors de produits agricoles transformés, de produits agroalimentaires, etc., vers l'Allemagne, mais aussi que dans les produits que nous importons d'Allemagne, par exemple le lait. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, alors on a très souvent tendance à penser que le principal concurrent de la France sur les produits agricoles, c'est l'Italie et puis l'Espagne. Non. Aujourd'hui, un concurrent extrêmement important, c'est l'Allemagne. Eh bien, la hausse du Deutsche Mark par rapport au franc français, qui serait au minimum de 20%, peut-être de 25%, peut-être même de 30%, pénaliserait les exportations allemandes et redonnerait d'une certaine manière une grande bouffée d'oxygène aux producteurs français et en particulier aux agriculteurs français. Donc si vous voulez, la somme de tous ces effets, et qui peuvent être répartis en fonction des groupes de pays, la somme de tous ces effets aboutit dans les calculs économétriques que nous avions faits en 1973 et en 1974 à montrer que dans les 3 premières années suivant la sortie de l'euro, la création nette d'emplois pourrait être entre 1,5 million et 2,5 millions d'emplois. Autrement dit, nous pourrions, en étant optimistes, en mettant les choses au mieux, je ne dis même pas optimiste, en mettant les choses au mieux, nous pourrions, d'une certaine manière, faire baisser le nombre de chômeurs d'à peu près de moitié. Alors, bien sûr, il y aura d'autres problèmes qui se présenteront, en particulier des problèmes de formation, si vous voulez. Autant je pense que pour redonner du travail à 1 million de chômeurs, il n'y aura aucune difficulté. Quand vous passez de 1 million à 2 millions, vous avez un certain nombre de difficultés qui sont liées aux questions de formation. Et quand vous passez de 2 millions à plus, disons, vers les 3 millions, vous avez encore plus de problèmes. On a d'ailleurs, je le signale, dans les calculs que nous avions faits, nous avions tenu compte de cela, ce qui veut donc dire que oui, la sortie de l'euro c'est très bien, mais il faudra évidemment accompagner cette sortie de l'euro par des mesures spécifiques. Alors Jacques Sapir, une ou deux questions rapides pour terminer. Si la France sortait de l'euro, devrait-elle le faire avec d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne? Je suis très clair là-dessus, si vous voulez. Je pense que la meilleure solution serait que l'ensemble des pays de la zone euro décident de dissoudre la zone euro ensemble. Ça, c'est très clairement la meilleure des solutions. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Nous le savons très bien. Les Allemands y ont trop intérêt à garder la zone euro. Nous le savons très bien. Qu'est-ce qui se passera si la France sort de l'euro? Seule. Eh bien, immédiatement après, l'Italie, qui est dans une situation dramatique et qui est en fait aujourd'hui encore plus étranglée que l'économie française par l'euro, sautera sur cette occasion pour sortir de l'euro. Avec la France et l'Italie hors de l'euro, l'Espagne ne pourra pas tenir dans l'euro. Si l'Espagne sort de l'euro, évidemment le Portugal, domino, tout le monde, ouais. Et donc par effet domino, je ne dis pas tout le monde,
il n'est pas impossible qu'on ait une espèce d'euro maintenu autour de l'Allemagne, avec par exemple les Pays-Bas, peut-être, la Finlande, peut-être, l'Autriche, très probablement. Bon, mais disons que grosso modo, les grandes économies, hors l'économie allemande de la zone euro, sortiraient de la zone euro. Dernière question, Jacques Sapir, la fin de l'euro serait-elle forcément synonyme de fin de l'Union européenne? Non, c'est vrai qu'il y a un risque, c'est vrai. Et il faut le regarder avec lucidité, mais normalement, il n'y a aucune raison. Alors bien sûr, il y a dans les textes européens toute une série de déclarations qui disent « oui, l'euro est le futur de l'Union européenne ». Mais regardons la réalité. La Suède fait partie de l'Union européenne. Elle ne fait pas partie de la zone euro. La Pologne fait partie de l'Union européenne. Elle n'est pas dans la zone euro. La Hongrie fait partie de l'Union européenne. Elle n'est pas dans la zone euro. Donc, en réalité, si l'euro éclate, il n'y a pas de raison de remettre en cause l'existence de l'Union européenne. Par contre, il est clair qu'il faudra ajuster, changer, modifier profondément les règles de fonctionnement de l'Union européenne. Et ça pourrait être d'ailleurs l'avantage ultime de la sortie de l'euro, c'est que ça obligerait les pays de l'Union européenne à remettre à plat toute une série de problèmes qui existent aujourd'hui au sein de l'Union européenne et qui expliquent d'ailleurs pourquoi le 60e anniversaire du traité de Rome a été fêté dans une quasi-indifférence en France, a été fêté dans une quasi-indifférence en Allemagne, dans une quasi-indifférence aux Pays-Bas. Bon, et il y a même eu des manifestations contre l'Union européenne à Rome qui se sont tenues au moment où il y avait une petite manifestation en faveur de l'anniversaire du traité de Rome. Si on est dans cette situation, si aujourd'hui l'Union européenne connaît cette crise existentielle qui est une crise extrêmement profonde, c'est en partie à cause de l'euro. Jacques Sapir, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'euro contre la France, l'euro contre l'Europe. Jacques Sapir, merci. Merci beaucoup.